Nous allons ici, dans cette section, définir la pompe à carbone biologique, expliquer les processus impliqués et son importance dans le cycle océanique du carbone, ainsi que ses incertitudes. On a vu précédemment que la pompe à carbone de solubilité, si elle explique une grande partie du stock de DIC dans l'océan, ne pouvait pas expliquer à elle seule l'ensemble de ce stock, ni surtout l'allure du profil moyen de DIC avec la profondeur. En effet, ce profil est beaucoup plus abrupt sur les 1000 premiers mètres que ce que prédit la simple loi de Henry et son lien avec le gradient de température. Ces différences sont dues à l'activité biologique, et plus précisément à la pompe à carbone biologique. Cette dernière est définie par le GIEC comme une série de processus océaniques par lesquels le carbone inorganique, sous forme de dioxyde de carbone, CO2, est fixé sous forme de matière organique par la photosynthèse dans les eaux de surface éclairées par le soleil, la couche photique, puis transporté vers l'intérieur de l'océan et éventuellement dans les sédiments, ce qui entraîne le stockage du carbone. Elle est parfois appelée la pompe à tissu mou, puisqu'elle fait référence au carbone organique d'origine biologique, à la différence du carbone biominéral des squelettes qui constitue la contre-pompe des carbonates, dont on parlera par la suite. Comme la pompe à carbone de solubilité, la pompe à carbone biologique nécessite donc l'export du carbone en dehors de la couche de surface. Sans export, il n'y a pas de pompage, car le stockage de carbone se limiterait à la couche de surface et ce carbone y sera reminéralisé sous forme de CO2 et donc à nouveau échangé avec l'atmosphère, tel que régi par la loi de Henry. La photosynthèse n'est donc que la première étape à la pompe à carbone biologique. L'intensité de cette pompe à carbone biologique est estimée dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC à 13 gigatonnes de carbone par an, dont 11 sous forme d'export de POC, carbone organique particulier, et 2 sous forme d'export de DOC, carbone organique dissous. On observe dans ce cycle du carbone synthétisé par le GIEC, ces 13 gigatonnes de carbone par an exportées sous la surface, et que ceci corresponde à la partie de la production primaire non respirée en surface, à savoir 40-27, ce qui fait bien 13, un état stationnaire qui est ici montré. Cette estimation est toutefois entachée d'une forte incertitude, elle-même mal quantifiée, car l'export de carbone organique au-delà de 100 mètres de profondeur est très variable spatialement et saisonnièrement, et de plus très difficile à mesurer. Ainsi, selon les études, les estimations varient entre 5 et 20 gigatonnes de carbone par an. Mais retenons l'ordre de grandeur du GIEC qui est de 13 gigatonnes par an. L'essentiel de la pompe à carbone biologique est donc constitué de carbone organique particulier qui, par gravité, est exporté en dehors de la couche de surface. On parle de pompe gravitationnelle. D'autres processus, qu'ils soient physiques, comme les mélanges et la subduction, ou biologiques, comme la migration du zooplancton, contribuent aussi à cette pompe à carbone biologique et font l'objet d'études actives afin de mieux quantifier la contribution de chacun, comme on le voit sur ce schéma de Boyd et collaborateurs de 2019, qui fera l'objet d'une activité spécifique. Deux paramètres sont importants à connaître lorsqu'on étudie la pompe à carbone biologique: l'efficacité d'export et l'efficacité de transfert. L'efficacité d'export, symbolisée par I ratio, est définie comme étant la fraction du flux de carbone organique exporté, on parle de production exportée, au-delà de 100 mètres de profondeur, par rapport au flux de carbone organique produit en surface par la production primaire nette. Le second paramètre est l'efficacité de transfert. Celle-ci est définie comme le rapport entre le flux de carbone organique profond, par exemple à 1000 mètres ou 10 000 mètres, divisé par le flux d'export à 100 mètres. En effet, comme pour la pompe à carbone de solubilité et plus généralement les processus océaniques, rappelons-nous que plus le carbone sera exporté en profondeur, plus il y sera stocké longtemps et ne pourra ainsi contribuer à l'effet de serre. Le stockage ultime étant bien sûr l'enfouissement dans les sédiments qui se fera à l'échelle géologique. Or, le carbone organique est très réactif. Il est ainsi non conservatif dans l'océan. D'une part, on a vu qu'il peut être soit sous la forme particulière, POC, donc soumis principalement à une sédimentation verticale par gravité, soit sous forme dissoute, DOC, donc il sera amené à suivre la masse d'eau dans laquelle il se trouve.
De plus, le carbone organique étant la source de carbone des organismes hétérotrophes, celui-ci va généralement être très réactif. La respiration va le transformer en DIC. On parle de reminéralisation. Plus précisément, pour le zooplancton, cela sera une respiration par consommation de carbone organique particulière qui sera relâché en CO2, donc en DIC, à laquelle s'ajoute une excrétion sous forme de DOC, par exemple sous forme d'urée. Les bactéries, quant à elles, consomment le DOC pour le respirer en DIC. Ainsi, les flux de carbone organique particulière varient énormément avec la profondeur. D'une manière générale, ils diminuent exponentiellement avec celle-ci, comme cela a été relevé par John Martin et collaborateurs dès 1987, qui ont conceptualisé la fameuse courbe de Martin, qui semble suivre la même équation pour différents sites dans l'océan. Fz est le flux de POC à la profondeur Z, F100 est le flux de POC à 100 mètres, c'est-à-dire la production exportée. Z est donc la profondeur, et B est un paramètre qui est le paramètre d'atténuation. Ce paramètre varie en fonction des régions et des régimes de production primaire. Il se situe généralement autour de 0,86. Cette valeur signifie qu'entre 100 et 1000 mètres, on observe une baisse d'environ 90% du flux de POC, puisque celui-ci a été presque entièrement reminéralisé par la respiration. Dans cette figure issue d'un modèle, on voit l'évolution du flux d'export de POC normalisé à 1 à 100 mètres, en fonction de la profondeur jusqu'à 3000 mètres. Trois cas sont présentés en fonction de la latitude. Les régions intertropicales en orange, les régions subtropicales en rouge et les hautes latitudes en bleu. On voit que plus on est profond, plus les flux relatifs sont faibles et similaires, quelle que soit la région. Ainsi, moins de 3% du POC exporté à 100 mètres va atteindre 3000 mètres. Sur la figure, on voit que de fortes différences régionales apparaissent surtout entre 100 et 1000 mètres. Les cercles indiquent des efficacités de transfert estimées à partir de données biogéochimiques et qui s'accordent assez bien avec le modèle montré par les courbes. Pour les régions de haute latitude, plus de 20% du POC exporté à 100 mètres atteint 1000 mètres, courbe en bleu, alors que c'est moins de 10% pour les régions subtropicales en rouge. Ainsi, l'efficacité de transfert de POC au-delà de 1000 mètres varie d'un facteur 2 entre ces deux extrêmes. Il résulte de ceci directement un temps de séquestration du carbone variable dans l'océan, comme montré sur cette figure issue de la même étude. Comme on l'a vu dans la figure précédente, les régions subtropicales verront plus de 90% du POC exporté reminéralisé en DIC entre 100 et 1000 mètres. Ceci se traduit par un temps de résidence moyen de l'ordre du siècle dans ces régions sur cette figure. En revanche, les régions de haute latitude, telles que l'océan austral ou le Pacifique Nord, où le carbone organique est moins minéralisé dans la couche mésopélagique, auront un temps de stockage moyen du carbone plus important, de l'ordre de plusieurs siècles. Ceci est cohérent avec l'échelle de temps de la circulation thermohaline. La décroissance de POC avec la profondeur étant due à la respiration, elle est donc associée à une augmentation de DIC. Même si l'essentiel du stock de DIC est bien issu de la pompe à carbone de solubilité, c'est la pompe biologique qui explique une augmentation du stock et surtout le fort gradient observé entre 100 et 1000 mètres par la respiration qui s'ensuit. Nous avons déjà abordé la photosynthèse et respiration dans l'océan et mentionné que d'autres éléments sont impliqués dans ces processus. Ainsi, la reminéralisation du carbone organique en DIC s'accompagne également d'une reminéralisation de l'azote et du phosphore organique en azote et phosphore inorganique dissous, DIN et DIP en anglais, sous la forme de nitrate et hydrogénophosphate principalement. L'oxygène, lui, est consommé par cette respiration et va donc diminuer de façon inversement proportionnelle au DIC, au DIN et au DIP, comme on le voit sur ces profils très schématiques. Revenons au carbone. Si on regarde plus en détail,
Comparons les profils de DIC le long de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. On peut noter comme principale similitude qu'on a généralement une augmentation de DIC de la surface vers le fond, contrôlée au premier ordre, encore une fois par la température, avec des eaux plus chaudes moins concentrées en DIC vers la surface, et à l'inverse, des eaux plus froides, plus riches en DIC vers le fond. On observe toutefois plusieurs différences entre les deux bassins, notamment le gradient nord-sud qui est inversé. De plus en plus de DIC vers le sud pour l'Atlantique, alors qu'on a de plus en plus de DIC vers le nord pour l'océan Pacifique. Deuxième différence notable, pour une même profondeur et latitude, et donc généralement une même température de masse d'eau, il y a plus de DIC dans le Pacifique que dans l'Atlantique. Ceci s'explique, encore une fois, par la biologie et la circulation thermohaline. En effet, cette figure ici montre la distribution spatiale de l'âge moyen des eaux plus profondes que 1500 mètres, telle qu'on peut la mesurer grâce au carbone 14 du DIC. Cet âge représente le temps depuis lequel ces eaux n'ont plus été en contact avec l'atmosphère. On voit que l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord sont les zones les plus contrastées en âge d'eau profonde. En effet, l'Atlantique Nord est l'un des deux sites principaux de formation d'eau dense qui circulent ensuite vers le sud. Il s'ensuit des eaux profondes relativement jeunes dans l'Atlantique Nord, de l'ordre de 1 à 3 siècles. Vers l'Atlantique Sud et autour de l'Antarctique, les eaux profondes sont aussi relativement jeunes, car il y a de la formation d'eau antarctique de fond. En revanche, en Pacifique Nord, il n'y a pas de formation d'eau profonde. On y est le plus éloigné des sites de formation d'eau dense dans le trajet de la circulation thermohaline. Ainsi, les eaux y sont les plus vieilles et ont plus de 1000 ans en moyenne au-delà de 1500 mètres de profondeur. Ces eaux profondes ont donc vu la respiration se produire pendant plus d'un millénaire et cette respiration a relâché du DIC qui s'est accumulé durant ce temps au cours de leur trajet. Ainsi, les différences de DIC entre eaux profondes à une même température entre deux bassins océaniques sont dues à leur âge et à la respiration permise grâce à la pompe à carbone biologique qui s'y est accumulée.